Un projet docu-artistique sur l'Ukraine en guerre, est-ce possible? Comment peut-on être solidaire au nom de l'art et au nom de l'humanité? Et si demain, c'était nous? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Madeleine Bongard, créatrice du projet documentaire et artistique Black Hole. C'est un projet multiformat qui contient une série de podcasts, un spectacle, une installation artistique, un film. Avec nous également Taïsia Druzinko, chargée de communication de ce projet qui existe en 5 langues. Bonjour Taïsia. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Madeleine, toi, tu es auteur de ce projet Black Hole, tu es metteur en scène de ce projet et productrice. Taïsia, toi, tu es chargée de production de ce projet de Black Hole qui cherche à rendre la réalité de la guerre par les témoignages dans la forme très plurielle, dans le cinéma, dans le théâtre, dans les sons. Alors, ma première question à vous porterait sur l'idée de ce projet-là. Qu'est-ce que c'est le Black Hole? Comment ça existe? Dans quelle forme ça existe? Et comment est-ce que le public francophone peut accéder à ce projet? Bonjour Tetiana. Donc moi c'est Madeleine et j'ai eu la chance de pouvoir commencer à être en lien avec l'Ukraine en 2016. Et au fil des années, les liens de collaboration avec des acteurs, des actrices, des théâtres, des chargés de production, enfin des gens du milieu culturel, s'est intensifié et on a pu travailler sur différents projets ensemble à Lviv, à Kiev et à Mariupol. Et j'étais encore à Mariupol à l'été 2021 et on sortait de la pandémie, on était même encore en pleine pandémie en fait à ce moment-là. Et donc il y a un théâtre et une radio en Suisse, le Théâtre Forum Mérin et la radio Vostok, qui ont proposé post-pandémie à des artistes de postuler pour un concours de podcast. Alors je me suis dit, je vais à Mariupol, ça fait des années que j'aimerais parler de l'Ukraine dans mon pays, la Suisse, et dans un pays où je travaille beaucoup, en France. Et je ne sais pas comment faire que le public francophone s'intéresse à l'Ukraine pour cette énergie de vie que les arts vivants transportent particulièrement depuis 2014 ici. Et donc, j'ai enregistré des sons à Mariupol. Et au retour, le projet a été sélectionné parmi 8 projets. Et dans ce concours, il y avait une formation au podcast qui était incluse. Donc j'ai appris à travailler le son dans l'édition, l'enregistrement et le fil narratif. Ce podcast s'est terminé, il a été mis en ligne le 7 février 2022. Donc c'est-à-dire il y a moins de 2 semaines avant la grande invasion russe. C'est ça. Et en fait, on a fait une promotion sur les réseaux sociaux depuis le 7 février. Tous les jours, on a posté une petite interview des différentes protagonistes qu'on pouvait entendre dans ce podcast. Et il nous restait une interview et elle était programmée pour le 24 février. Et en fait, on l'a postée. On est entré dans une présence par rapport à vous, peuple ukrainien qui subissait une agression à large échelle, par une interview qui parlait de l'importance de la culture en temps de guerre. Mmh. Donc en fait, pourquoi je parle de tout ça? Parce que ça a donné la dimension podcast qui aujourd'hui se trouve aussi dans Black Hole. Et assez rapidement, du
fait d'avoir eu cette expérience de podcast, je pense, j'ai continué à travailler en digital avec l'Ukraine, avec des artistes en Ukraine. Et dès le mois de mai, en fait, dès le premier jour, le 24 février 2022, on a lancé une flash mob. Tous les jours, à 13h, heure européenne, donc 14h, heure ukrainienne, on danse sur une chanson sur Zoom et on est en direct sur YouTube. Mais c'est une chanson ukrainienne. Oui, D'accord. on fait découvrir la musique ukrainienne. Donc aujourd'hui, on a dansé pour la 916e fois. Donc c'est tous les jours, c'est tous les jours. La Grande Origine. Notre idée, c'est de dire chaque jour où la Fédération de Russie envoie des bombes, des missiles, des Shahed sur l'Ukraine, eh bien nous, on répond par une danse. Vous êtes combien à danser? Alors au début, il y avait entre 20 et 30 personnes. Aujourd'hui, on est 4-5 personnes. Mais on est un petit groupe toujours là, tous les jours. Et puis ça reste encore ouvert à tout le monde, tout le temps. Donc si quelqu'un parmi nos auditeurs veut joindre ce flash mob, c'est ouvert, n'est-ce pas? Absolument, oui. Oui. Avec grand plaisir même. On est toujours heureux et heureuses quand il y a de nouvelles personnes qui viennent. Et l'idée, c'est de dire, en fait, quand on remet le corps en mouvement, ça nous fait respirer, ça nous fait arrêter de trop penser, ça nous fait oxygéner le cerveau. Et donc forcément, au fil du temps, on pense autrement, on reste créatif. Et donc c'est pour ça qu'on donne ça comme réponse aux missiles, en fait. C'est pas suffisant, évidemment, pour arrêter une guerre, mais c'est un acte très important pour rester créatif et continuer à avoir de l'énergie pour rester en présence. Et j'en reviens à ce podcast qui s'appelait Mariupol 2021, où en fait, tout le stage que j'avais donné à Mariupol, à des actrices de Mariupol, était axé sur des outils qui travaillent sur la présence. Donc en fait, automatiquement, on essaye de rester en présence au-delà des frontières depuis ce 24 février 2022, donc par la flash mob. Et assez rapidement, après les 2 grands premiers mois où les tanks russes étaient plus ou moins essayaient d'envahir tout le pays, petit à petit, on a pu avoir des personnes ukrainiennes qui ont rejoint la flash mob. Et donc, durant 2022, on a créé des meet and greet où on avait des personnes qui venaient, Taya en a fait partie, où la personne choisissait une chanson. On dansait sur une chanson et ensuite on parlait et on échangeait entre des personnes qui étaient basées en Suisse, en France, en Roumanie, en Angleterre et les personnes en Ukraine. Donc c'était une façon de découvrir comment est la vie actuellement ici. Alors, Taïsia, une question à vous. Comment est-ce que vous avez découvert ce projet? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez déjà dansé? Quelle chanson vous avez choisi? Et pourquoi ce projet très artistique, bien sûr, mais vous étiez, si je ne me trompe pas, en Ukraine à ce moment-là. Pourquoi elle vous a intéressé et touché aussi personnellement? J'ai rencontré Madeleine la première fois en 2016. Et je pense que j'étais la première personne à Kiev qui Madeleine a rencontré. Mais notre collaboration est née plus rapide, plus fort dans 2022, après la Grande Guerre est commencée. Et je ne sais pas, c'était plus naturellement notre collaboration, beaucoup de parler avec Madeleine. Et elle a commencé de faire Dance with Ukraine. Et dans le début de la guerre, c'était le temps le plus difficile pour tous les Ukrainiens. Et je pense que c'était quand la pharmacie, pour nous, sa possibilité de danser avec les autres gens, quand j'étais pas chez moi, à Kiev, quand j'étais à l'ouest du pays. À l'ouest de l'Ukraine. D'accord, au début, oui. Comme pas mal du monde, oui. Oui, et
je pense que je ne sais pas quelle chanson j'ai choisissais. C'était Forel de Bloemskorda, je crois, il me semble. Peut-être. Ouais. Mais c'était une bonne chance pour moi et je suis très inspirée par Madeleine. Donc voilà le Taïsia qui nous parle de son rôle. Je reviens à toi, Madeleine. Tu avais évoqué que Mariupol, comme ville, s'est imposée encore en 2016. Donc, or, on connaît, d'une manière plus explicite, en 2021. Or, on connaît bien sûr, et nos auditeurs connaissent bien sûr, le sort tragique de la ville de Mariupol, qui était assiégée pendant plusieurs mois, qui était très endommagée, voire détruite par l'armée russe, qui est occupée depuis l'été 2022 jusqu'à aujourd'hui. C'est une ville martyre en quelque sorte, donc on ignore même le nombre de victimes dans cette ville. Est-ce que toi, tu as pu rester en contact avec ces actrices, ces personnes avec lesquelles tu étais en train de créer ce podcast en 2021? Alors, avec 2 d'entre elles. Il y en a une qui habite actuellement en Angleterre, qui a été sauvée par son frère qui habitait, puisque la frontière russe est pas loin, en fait, ça faisait quelques années qu'il habitait en Russie, mais de l'autre côté de la frontière, donc. Et il est venu en voiture sur un jour de tir, de grands bombardements, pour la chercher. Et il s'est fait tirer dessus, sa voiture s'est fait tirer dessus, malgré le fait qu'il avait des plaques russes. Et il a réussi à la prendre et ils sont partis. Donc elle, ensuite, elle est partie en Angleterre. Et si j'ai bien compris, il y a maintenant une communauté assez conséquente de personnes de Mariupol en Angleterre. Donc elle a l'air d'aller très bien là-bas. Elle continue à être chorégraphe et à enseigner la danse. Et puis, il y a une autre actrice qui actuellement vit à Dnipro. Donc, elle a réussi à s'enfuir. Donc, ces 2 personnes, j'ai des nouvelles et je sais qu'elles continuent à être dans le monde des arts vivants et elles vont bien. Et les autres personnes, j'ai juste eu comme information que tout le monde avait réussi à sortir du pays. Il y a le directeur technique aussi du théâtre où on travaillait qui vit actuellement en Pologne. Je sais que c'est très difficile financièrement pour lui. Il a de la peine à trouver du travail, mais chaque fois il me répond, on s'écrit de temps à autre, il me répond qu'au moins il est vivant. Voilà, des personnes qui étaient à Mariupol, j'ai des bonnes nouvelles plutôt. Les bonnes nouvelles, ils sont parmi des survivants. Oui. Des survivants. Oui. Or, cet intérêt pour Mariupol, c'est une ville très particulière sur la carte ukrainienne parce que c'est une ville d'une part qui est maritime, qui c'est un grand port. À la fois, c'est une ville qui est proche de Donbass, c'est-à-dire il y a quand même cette identité-là, mais à la fois, c'est une ville extrêmement, en tout cas, elle était une ville extrêmement dynamique, et notamment dans les années 2014-2022, justement, c'était un moment de la renaissance de Mariupol parce qu'il y avait beaucoup de projets artistiques, projets culturels, projets éducatifs à Mariupol, ville qui fait face directement à la Russie parce que c'est vraiment une distance très, très courte en fait pour les troupes russes. Pourquoi, chez toi, cet intérêt pour cette ville de Mariupol? C'est quand même un peu rare. C'est vrai. C'est vrai. Et puis là, dans le cadre du projet Black Hole, on est allé à Kryvyi Rih cet été. Et j'ai eu la même chose qui s'est ouverte en moi. Et j'essaye on est parti début août, j'essaye depuis 3 semaines de réussir à comprendre qu'est-ce qui me touche autant dans ces villes qui ne sont pas les miennes et où je ne voudrais pas... j'ai pas l'appel de m'installer à Kryvyi Rih ou à Mariupol. J'aimerais bien vous dire plus de choses et c'est le silence qui me vient. Ce sont des villes métallurgiques. Ce sont des villes qui sont dans le fer artisanal avec beaucoup de travail de la terre, en fait. Pas forcément agricole, mais métallurgique, sidérurgique.
Et il y a une transformation de la matière en quelque chose d'artistique, parce qu'en fait, même si on parle de mine, c'est de l'artisanat très poussé de réussir à faire ça humainement. Et c'est très difficile physiquement. Et en fait, j'ai ressenti à Mariupol que du fait que les productions de Kiev qui aidaient la culture là-bas, des festivals comme Gogol Fest ou Marathon of International Residencies ou Festival Ice Stage, il y avait une disponibilité, un terreau extrêmement disponible pour une simplicité créative, sans chichi, et avec une grande curiosité et une grande discipline de faire, dans le sens F-A-I-R-E. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça qui me touche beaucoup. C'est qu'on fait, c'est palpable. Alors que dans les arts vivants, souvent, on est dans l'éphémère. On est dans l'éphémère. Et en fait, je ne crois pas que les acteurs, les actrices là-bas soient de meilleurs acteurs qu'ailleurs. Il y a des talents partout, il y a du travail partout. Donc, ce n'est pas ça. Mais on peut comme toucher l'éphémère. Et ça, c'est extraordinaire. Et je crois que Mariupol, à l'époque, a grandi aussi dans ses valeurs démocratiques, dans son assise de valeurs comme la créativité, la tolérance, la liberté, par cette capacité qu'a la ville. La ville est un personnage. La ville permet de toucher l'éphémère. Et Kryvyi Rih, j'ai ressenti la même chose. Et en fait, ces villes-là nous rappellent que un lieu de vie, ça reste juste un lieu de vie, en fait. Et que c'est palpable, même si c'est éphémère. Et que ça reste dans la chair, dans le cœur, dans le sang, longtemps après. Et ça donne, ça transforme à l'intérieur en donnant beaucoup d'espoir. Mm-hmm. Je crois qu'il y a quelque chose de ça qui me touche beaucoup là-bas. La même chose, on pourrait dire pour, pas la même chose, mais une chose comparable, on pourrait dire de Kharkiv. Kharkiv qui a eu cette image, en tout cas après la Grande Guerre, de, comment on dit, Kharkiv Zalizobeton, ce que ça veut dire le fer et béton, la ville faite avec du fer et du béton, c'est-à-dire, voilà, c'est toujours cet aspect que tu avais évoqué du palpable, de la présence, de la force de la résistance. Bien, le sort de Kharkiv et le sort de Mariupol, très tragiquement et très malheureusement par Mariupol, ne sont pas les mêmes. Kharkiv, il a bien tenu le coup face à cette invasion-là. Mariupol, malheureusement, c'est une ville qui, dans un sens, n'existe plus. En tout cas, on espère que nous allons la revoir et la reconstruire, mais ça sera beaucoup plus tard. Et donc, voilà, Kryvyi Rih, c'est aussi une ville très intéressante. C'est une ville, d'ailleurs, de naissance de notre président, Volodymyr Zelensky. C'est une ville qui est connue par son aspect pas très esthétique, surtout. Hein. Donc, côté niveau de vie, côté qualité de l'air, côté urbanisme, c'est plutôt moyen pour un habitant de l'Europe, d'un pays européen, n'est-ce pas? Mais d'autre part, il y a cet aspect-là, cet aspect très important qui existe là. Alors là, maintenant, une question à toi, Taïsia. Toi, tu es chargée de production de ce projet, Black Hole. C'est un projet multimédia qui comprend le visuel, le cinéma, le théâtre aussi, le témoignage sonore. Ça existe en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, tu en rajoutes d'autres. Allemand et ukrainien. Allemand et ukrainien aussi. Taïsia, une question à toi. Est-ce que cet art documentaire, parce qu'on est dans le documentaire, on n'est pas dans la fiction, on est dans le documentaire, est-ce que cet art centré aussi autour de cette expérience tragique et peut-être traumatique et peut-être traumatisante, est-ce qu'il touche le public qu'il est censé toucher, c'est-à-dire le public européen et au-delà? Oui, peut-être cet art oui, mais j'espère que notre histoire, notre quotidien doit être visible
autour de l'Ukraine. Et je pense que ce projet est très important pour le monde francophone, parce que le monde anglophone, c'est plus vide, oui, mais peut-être nous devons parler la langue de la personne. Et le français, c'est la langue de certains pays. C'est plus possible de toucher le cœur de ce genre. Et peut-être c'est un peu plus tard, mais parce que je vis dans ce vie de la guerre, pour moi, c'est le new norm. Et nouvelle normalité, oui, comme on dit. Oui. Oui. Et je ne veux avoir ce normalité dans ma vie. C'est pourquoi je veux l'autre gens d'écoute, de voir, de sentir. Et ce projet l'aide de faire ça. Et Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Тернопіль, c'est tout. Kiev, Poltava. Poltava. C'est le différent places de notre pays qui démontre. Oui. Notre réalité, notre gens qui sont très créatifs, très fortes dans cette nouvelle normalité. Et oui, je pense que c'est tout. Explique-moi comment est-ce que vous travaillez? Quel est le mode d'emploi de ce projet-là pour la collecte des témoignages, pour les enregistrements, pour les mises en scène, pour les visuels? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de façon très organique. Ça a commencé en fait en discutant avec les gens. Et j'ai pas du tout décidé en amont, je vais faire un projet où je vais enregistrer les gens. C'était plus que je voulais créer des discussions entre les gens en Suisse et en France et les gens en Ukraine. Et quand j'ai commencé à comprendre la richesse de ce que les gens partagent, de ce que vous vivez ici, et qui, quelque part, n'est pas du tout notre quotidien en Suisse et en France, mais si on creuse un peu, on se rend compte quand même que la guerre que vous subissez, elle ouvre la question du trauma, et l'Europe n'est pas guérie de son trauma du XXe siècle, et peut-être même d'avant. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire qu'il y avait une source créative extrêmement belle qui va au-delà de parler des attaques ou de la peur ou du quotidien avec la guerre, les missiles et tout ça, mais plutôt de dire quelle est la réflexion philosophique derrière ça, quelles sont vos actions, quel est ce quotidien qui devient une normalité, mais qui en même temps est un peu différent et qui... je peux boire mon café tous les jours, mais si j'ai une menace d'un missile ou si j'ai tout d'un coup un souvenir lointain d'un trauma passé, je vais le vivre autrement. Donc, qu'est-ce qui change à l'intérieur du corps et du cœur d'une personne qui fait que tout d'un coup, un quotidien qui ressemble à « je bois mon café » ouvre à une autre façon d'être au monde. Et c'est en ça qu'en fait, même si c'est un documentaire, c'est devenu artistique. Parce qu'il n'y a que l'art, sous plein de formes différentes, hein, musique, écriture, théâtre, exposition, podcast, ça peut être plein de formes. Mais une transcendance par l'art d'une information documentaire qui vient parler de comment on le vit à l'intérieur, là, on permet de toucher à l'empathique. Et là, on permet de communiquer au-delà des frontières, avec des choses différentes que juste des chiffres du nombre de morts, nombre de blessés, et une sensation, quand on est en Suisse ou en France, ou ailleurs, d'être complètement impuissant.
Parce que, en fait, c'est pareil, on en a souvent parlé avec mes collègues ukrainiens et ukrainiennes ici. Lorsqu'on réfléchit, on pense à Gaza. On ne sait pas quoi faire, on est impuissant. On ne sait pas quoi penser. On ne sait pas... parce qu'on n'a pas accès. Et c'est pour ça que je ne suis pas, de loin pas la seule personne à venir travailler en Ukraine, mais je fais partie de ces personnes qui viennent travailler en Ukraine. Et pour moi, c'était impossible de ne pas faire ma petite part là-dedans. Je ne peux pas juste rester en Suisse ou en France et ne pas témoigner de ce que j'entends quand je parle de façon personnelle avec les gens. Donc ça, c'est le côté témoignage. Et le côté artistique, je viens de l'expliquer par la transcendance, par le corps, le mouvement, le langage non-verbal qui sont les outils de présence de l'acteur. Donc en ça, il y a des ateliers de théâtre qui se font avec des actrices professionnelles, mais aussi, là, on a fait toute une tournée cet été avec des personnes qui se sont inscrites au stage qui ne sont pas du tout du milieu du théâtre. Et on a utilisé des outils du théâtre pour recommencer à respirer, recommencer à ressentir et créer un espace sécurisé par la scène, sur la scène, où il n'y a pas de danger de chuter dans des choses émotionnelles trop fortes ou de chuter dans des réactions trop fortes face à des gens qui seraient au quotidien là face à nous. Je pense par exemple à des explosions de colère en famille, par exemple. Ça, ce sont des choses qui sont... qu'on essaye d'éviter en travaillant là-dessus en théâtre, sur scène. Comment on peut exprimer un cri, comment on peut exprimer un rire, comment on peut exprimer ce qui ressort du fond du corps sans que ça mette qui que ce soit en danger. Donc c'est la catharsis du théâtre. Voilà, donc ça, ce sont les différentes approches. Et puis après, on travaille avec un vidéaste, avec une deuxième vidéaste qui filme également. On travaille avec des créateurs musicaux, autant en Suisse, en France, en Angleterre et en Ukraine. Ils travaillent tous ensemble pour créer une bande-son à partir des témoignages qui sont mis en musique, mis en rythme. Et voilà, donc il y a plein d'angles d'approche différents pour rendre par des sens multiples ce que Black Hole veut raconter, c'est-à-dire un quotidien tout simple de comment on boit son café, mais comment on le vit à l'intérieur. Et maintenant, écoutons un extrait de votre projet. Nous sommes des générateurs d'électricité. Le rugissement nous fait penser à une grande bête sauvage qui dans l'histoire est fait peur à la nature. Nous sommes partout. Près de café, de pharmacies et de supermarchés. Nous ressemblons peut-être à des personnes en guerre, mais en fait, nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie. J'ai toujours rêvé d'être un générateur d'électricité. D'être cet animal sauvage, capable de rougir. Oui, à la vie, 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 à la vie. Et ça m'a pris une guerre entière dans mon pays. Et qu'enfant je suis, et d'en devenir.
talk about Iraq, Afghanistan, Lebanon, Israel, Venezuela, but Venezuela has no way it's faced in a political crisis and sanctions of the Western world. We can talk about, it has two names, this country, old one and new one. It has like a military junta. Right now. Dilma, oui. And also in Africa, but I'm not sure that in Libya, but there is so many others. Ce que tu dis, Madeleine, c'est extrêmement intéressant parce que on ne peut qu'être d'accord avec cette idée que pendant la guerre, il y a on découvre des choses absolument éblouissantes sur la nécessité et l'importance de la culture. C'est-à-dire que nous comprenons tout de suite à quel point la culture est importante quand on se déplace vers la ligne du front. On constate à chaque moment que les gens, dans les conditions, les gens très exposés au danger de combat, dans les villes telles Kharkiv ou la région de Kherson, ou même la ville de Kherson elle-même, nous on voyage beaucoup, on constate que cette soif du dialogue culturel, elle est présente sous les bombes, elle est présente dans l'état où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau potable. Et donc, c'est le contraire de ce qu'on avait tendance de penser d'habitude. C'est que d'abord, la sécurité, manger, boire, etc. Et ensuite, la culture. La culture, c'est comme un ornement, ou c'est comme une décoration, c'est en dernière place. Et non, justement, la guerre démontre à pas mal d'Ukrainiens que, justement, la culture, c'est quelque chose qui nous forme. Et qui a cette soif-là d'être ensemble, puis de parler, de partager. Il a ce besoin de livres aussi, partout. Nous faisons des voyages, nous apportons des livres dans les bibliothèques, par exemple, endommagées et même détruites. Et voilà. À Kherson, par exemple, il y a plus de bibliothèques parce que tout est détruit, mais il y a des ponts, des bouts crossings dans les abris anti-bombes. Et les gens ils le font parce qu'ils ont besoin de cela, parce que justement, ils ont besoin de ce dialogue, d'être ensemble. Et donc on ne peut qu'être d'accord avec ce que tu dis, que la guerre, comme une expérience, c'est une expérience traumatisante, c'est une expérience bouleversante pour un être humain, que ce soit en Ukraine, que ce soit ailleurs. Mais à la fois, c'est une expérience révélatrice, non ? qui nous révèle l'essentiel, ce qui est en nous-mêmes, par rapport à la mort, parce que la guerre, c'est la présence de la mort. Merci de parler de la mort, parce que c'est le gros sujet qui nous fait peur à toute l'humanité. Parfois, je me demande si c'est pas la raison principale pour laquelle certains fous dictateurs lancent des bombes pour rester éternels. Ou pour ne pas voir leur propre gigantesque angoisse de la mort. Et pour reprendre cette image du café qu'on boit au quotidien, je ne pense pas, j'ai reçu le témoignage de vous, Ukrainiens, Ukrainiennes, que lorsqu'on boit son café le matin en étant conscient qu'on peut mourir, là, maintenant, tout de suite, on le déguste autrement. Et je vais faire un raccourci, mais en fait, je crois que ça va répondre à tout. C'est relié au cœur directement. Il y a quelque chose de l'idée de l'amour qui est souvent romantisé. Partout dans le monde, on romantise l'amour. Mais lorsque il y a la mort qui est là, en face de nous, l'amour devient concret. C'est un acte, ce sont des choix, c'est une responsabilité. On décide de quel acte on va poser, concrètement, par amour, en réponse à l'agression. Et voilà, je pense que là, j'ai tout dit. En tout cas, de ce que j'essaye de partager, que vous me partagez, c'est ça. Exactement, parce que si on continue à se défendre, à se battre, ce n'est pas par la haine. Dans la guerre comme celle que l'Ukraine traverse, c'est une guerre de défense. C'est une guerre qui rentre dans cette définition de la guerre juste, c'est-à-dire c'est une guerre de défense, c'est une guerre de survie, c'est une guerre pour une identité menacée
par l'ennemi qui ne reconnaît pas le droit à l'Ukraine d'exister, et cette identité ukrainienne d'exister, cette langue, cette littérature, cette musique, c'est-à-dire pour eux, ça n'existe pas. Et donc, mais la haine, il y a beaucoup de haine dans la guerre, bien sûr. Quand il y a des frappes par missile, comme par exemple ce matin, donc cette nuit, ce matin, et même cet après-midi, il y a toujours cette colère, cette rage chez les gens, qui n'en peuvent plus, qu'ils ont déjà beaucoup perdu. Mais la haine et la rage, ce sont les sentiments qui ne durent pas dans le temps. Si on continue à se défendre et puis d'essayer de se projeter dans l'avenir, c'est par l'amour. L'amour des siens, l'amour de ses parents, l'amour de ce lieu, l'amour de ses enfants, de ceux qui sont tombés au combat, ceux qui sont dans les cimetières avec les drapeaux bleus et jaunes, voilà. Et cet amour-là, il est pas remplaçable. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut aimer son pays plus que les gens qui y habitent. Donc il n'y a personne qui va aimer, grosso modo, ta maison, la maison de ton enfance, plus que toi-même, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui va aimer ton jardin avec des roses ou autre chose plus que toi, parce que c'est ta maison. Et donc voilà, il y a cet amour-là qui, partout, on le constate dans les rues de Kharkiv, avec les gens qui écrivent de la poésie sur les murs à Kharkiv, on le constate à Kherson, avec les gens qui font des points de book-crossing dans les sous-sols, on le constate ailleurs, à Irpin. Toi, tu as raconté cette histoire, tu as adopté un chien d'Irpin, avec voilà, cet amour, il se manifeste avec ces volontaires qui viennent sauver les animaux, qui sont à personne, ou peut-être à personne, qui peut-être n'ont pas explicitement une race, mais voilà, il y a cet amour-là qui fait notre force. D'ailleurs, raconte-nous cette histoire de chien. Alors Teddy, qui est là à côté de nous, c'est un magnifique chien qui ressemble à un petit loup que j'ai rencontré l'année dernière. Et selon les personnes qui tiennent le refuge où il était, ce refuge s'appelle Nepritulok, Teddy m'a choisi. Alors j'ai commencé à y réfléchir et puis 3 mois plus tard, je l'ai choisi. Et ensuite, ça a pris quelques mois pour que je puisse venir le chercher. Et donc, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Et la maman de Teddy était enceinte de Teddy et de ses 4 frères lorsque les soldats russes sont entrés sur Bucha, Hostomel, Irpin. Et pour moi, c'est une héroïne, ce chien, cette chienne. Parce qu'elle a tout fait pour sauver ses petits dont elle était enceinte. Et l'armée ukrainienne avait fait exploser le pont dont j'ai pas le nom. Oui, c'est le pont Romanivski, on l'appelle Romanivski, c'est le pont qui relie Irpin avec Kiev, on va dire grosso modo, que l'armée ukrainienne a fait exploser pendant les premières heures de combat pour que les troupes russes n'arrivent pas jusqu'à la capitale, alors que les gens d'Irpin ont dû traverser par le bas. Voilà. Et donc tout le monde a vu des images absolument écœurantes de cette foule de civils qui fuyaient Irpin. Et donc on peut imaginer que la mère de ce chien était avec ces gens-là. Exactement. Cette image, elle est devenue très marquante à travers, en tout cas à travers les médias européens et probablement mondiaux, de ce pont avec ces personnes qui passaient. Et cette chienne enceinte passait sur ce pont, ces lattes de bois mises par-dessus la rivière pour passer entre Irpin et Kiev. Donc elle a fait des allers-retours un peu en panique pour chercher où aller. Et puis il y a des volontaires qui ont aidé en récupérant du matériel, en prenant des personnes et en prenant cette chienne qu'ils ont amenée dans Kiev à Akademistechko. Et c'est là que mes amis, Oleksiy et Yulia, qui ont créé Nepritulok, ont adopté cette chienne. Et vu la situation de l'invasion, les vétérinaires ne pouvaient pas faire d'IRM pour savoir combien de petits elle portait, puisqu'ils n'étaient pas en activité. Donc, ils ont attendu. Et puis, le 27 mai 2022, elle a mis bas de 5 petits, dont Teddy. Voilà. Et certains autres sont encore disponibles à l'adoption. Ouais. Et c'est un petit chien merveilleux qui
C'était pas un petit chien, c'était un grand C'est un chien, on va très grand dire. chien, oui. Ouais, oui. Oui, c'est un très grand chien qui ressemble à un petit loup, qui a probablement du sang de Retriever et de Husky dans sa personnalité et dans son endurance. Il est super gentil, il fait le bonheur des gens quand je le promène. Et en fait, puisque dans Black Hole, on fait aussi un hommage à la nature et aux animaux, il se trouve que par hasard, je ne l'avais pas anticipé, mais il est venu avec nous sur tous les workshops qu'on a donnés, tous les ateliers, tous les voyages. Et en fait, vu qu'on parle des loups qui ont survécu à Tchernobyl, et également de toute cette relation aux chiens et aux animaux pour les gens depuis 2 ans et demi, du coup, il va être dans le film. Il a été beaucoup filmé et il ressemble à un petit loup qui accompagne les gens dans les ateliers. Oui, il a l'air tout à fait adorable, donc je peux témoigner qu'il est là tout calme, tout fidèle à sa propriétaire, à sa compagne, je ne sais pas comment dire, voilà, et il est très sage. Il est très sage, il n'est pas du tout agressif, il a le symbole de l'amour, voilà, que la guerre provoque chez les gens, voilà, chez les Ukrainiens, mais aussi chez les étrangers, les gens qui travaillent en Ukraine comme toi. Et donc, on a tous vu ces images qui nous provenaient d'abord d'Irpin, après de la région de Kharkiv, après beaucoup de Kherson. Je me rappelle beaucoup de Kherson quand il y avait les Russes ont fait exploser le barrage de Kakhovka. Il y avait justement les inondations et les gens se sont précipités vers Kherson. Ils ont récupéré les chiens, les chats, puis les autres. Ils ont adopté. On connaît aussi à Nikopol. Nikopol, c'est 6 km de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par les troupes russes depuis tout le début de cette invasion. Et donc 6 km de cette centrale nucléaire occupée qui représente un certain risque. Il y a un refuge pour les chiens errants. Justement, il y a une dame incroyable, elle s'appelle Olena. Elle tient ce pretoulok pour des chiens de rue, uniquement des chiens en difficulté, malades, avec plein de maladies. Il s'occupe de presque 300 chiens, tout en mettant sa vie en risque, parce qu'elle ne quitte pas le territoire qui est très exposé, parce qu'il y a des bombardements tout le temps, et parce qu'il y a le manque d'eau courante de temps en temps, quand les Russes frappent. Donc, on découvre que ça naît dans un pays qui est en guerre et qui traverse voilà, tous ces malheurs-là avec les bombardements-là. Comment est-ce que la question à Taïsia je veux dire, c'était une grand essai de Pet Friendly Ukraine, parce que nous avons voyagé beaucoup avec Madeleine, ou Madeleine a voyagé avec les autres gens, mais avec Teddy. Et c'était une expérience difficile pour moi, et c'est le personne dans la production. Oui. Parce que en Ukraine, le train, tu dois réserver 4 billets pour voyager dans le train avec le chien. Les autobus n'acceptent pas. Oui, n'acceptent pas. Peut-être Blablacar, mais c'est dépend. Ouais. C'est dépend. Oui, et c'était une grande expérience pour moi de chercher et trouver la possibilité pour Teddy de voyager autour de l'Ukraine. Mais tous les voyages étaient bons, positifs, avec les difficultés, mais positifs. Et avec tes efforts aussi, parce que j'imagine que tu as mis pas mal d'efforts. Oui. Elle a travaillé d'arrache-pied. Ouais. Ouais. On peut imaginer, et j'ai toujours cette image dans ma mémoire des premiers jours depuis l'invasion, quand les gens partaient de Kiev, partaient de partout, et qui portaient leurs animaux, leurs chats, leurs perroquets, et toute autre espèce d'animaux. On n'imaginait pas combien d'animaux pouvaient avoir les gens à la maison, et donc comment ils traversaient la frontière. À l'époque, c'était autorisé. Là, c'est vrai que ça démontre quelques problèmes aussi qui existent en Ukraine pour voyager avec les animaux, mais aussi ça démontre que certaines difficultés peuvent être surmonter, comme pour les trains, tu achètes 4 billets, oui, c'est plus cher, et voilà, pour les transporter. Merci Madeleine, merci Taïsia pour cet échange. Nous allons
écrire dans le descriptif de ce podcast comment est-ce que vous pouvez découvrir le projet Black Hole en ligne. Comment est-ce que vous pouvez visualiser et écouter ce qui était dit. Et donc, je tiens tout d'abord à remercier Madeleine et Taïsia pour cet intérêt pour l'Ukraine et pour essayer de rendre l'Ukraine visible à travers les témoignages, mais aussi, grâce à cette transcendance, de saisir la beauté des choses, même pendant les épreuves très atroces que traverse l'Ukraine actuellement. Merci, Tetiana. Donc, l'entier du projet, autant les 5 podcasts et les 5 films, donc dans les 5 langues, sera accessible avec également les témoignages qui sont la base de notre recherche sur un site internet qui n'est pas encore créé, mais dont on connaît déjà l'adresse, blackholeproject.info. Et voilà, et je voudrais juste rajouter que ce qui me semble vraiment riche pour nous en Europe de l'Ouest, avec cette guerre en Ukraine, avec cette capacité, cette possibilité d'avoir accès à des discussions avec vous et à échanger, c'est que vous êtes proche de nous, c'est qu'on peut discuter avec vous. Vous êtes sur le même territoire, donc ça nous permet de comprendre comment on vit une guerre dans un quotidien lorsque c'est une guerre d'agression où votre propre gouvernement n'est pas contre vous. Vous êtes un pays qui essaye de tendre et qui tend autant que possible vers la démocratie et vous vous faites agresser. Donc en fait, du coup, on a accès pour comprendre ce que c'est que de faire face à une agression. Et mon souhait, également, en étant aussi présente, c'est que ça nous permette d'être plus empathiques sur d'autres événements plus loin de nous géographiquement, dans le monde, parce que humainement, même si on a tous des cultures et toutes des cultures différentes, on a une base commune à travers le monde, et ça reste celle de la capacité de ressentir. On est fait d'émotions, et on n'est pas toutes capables de ressentir les mêmes choses et avec la même intensité, mais on connaît tous la peur, la tristesse, la joie, l'amour, que ce soit en Mongolie, ici ou aux États-Unis. Donc, si grâce au fait que vous n'ayez pas fermé les frontières et qu'on peut vous rencontrer, ça peut nous permettre d'être plus empathiques par ailleurs et de ne pas nous sentir impuissants et impuissantes, eh bien, ce sera une énorme réussite que la Fédération de Russie n'attendait pas. Merci Madeleine. Merci beaucoup. Merci Taïsia. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Madeleine Bongar, créatrice du projet documentaire et artistique Black Hole, et de Taïsia Druzinko, chargée de communication de ce projet. Découvrez leur projet sur le site internet blackholeproject.info. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.